Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La commission électorale éthiopienne a annoncé jeudi que les élections nationales se tiendront le 21 juin. C'est un nouveau calendrier qui est ainsi donné pour ce scrutin crucial pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été grièvement blessé lors d'une tentative de suicide. Selon certaines sources, il voulait éviter d'être capturé par des djihadistes rivaux. Les 7 mises en examen pour la mort de Diego Maradona en novembre dernier, jusqu'ici accusés d'homicide involontaire, sont désormais poursuivis pour homicide volontaire. Ils encourent de 8 à 25 ans de prison. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été grièvement blessé lors d'une tentative de suicide selon certaines sources. Il voulait éviter d'être capturé par des djihadistes rivaux liés à l'État islamique dans le nord-est du pays. Après une série de combats avec des combattants du groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP, Aboubakar Shekau et plusieurs de ses hommes se sont retrouvés encerclés mercredi dans leur bastion, la forêt de Sambisa, selon des sources proches des services de renseignement. Pour éviter d'être capturé, Shekau s'est tiré une balle dans la poitrine et la balle a traversé son épaule. Il a été grièvement blessé, a affirmé l'une de ses sources. Certains de ces combattants ont réussi à s'enfuir et l'ont emporté avec eux, a précisé cette source. Une deuxième source de renseignement a affirmé à l'AFP qu'Aboubakar Shekau avait été sévèrement blessé après avoir activé des explosifs dans la maison où il s'était réfugié avec ses hommes. Contactés par l'AFP, l'armée et les autorités nigérianes n'avaient pas réagi en fin de matinée. Le nord-est du Nigeria est en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Ce conflit, qui a commencé avec les attaques de Boko Haram dès 2009, a fait plus de 40 000 morts et forcé 2 millions de personnes à fuir leur domicile. La violence s'est également étendue au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins. Aboubakar Shekau et son groupe avaient enlevé en 2014 près de 300 adolescentes dans un pensionnat à Chibok, suscitant une indignation internationale. Depuis le début de l'insurrection, ce chef djihadiste, aussi violent qu'insaisissable, a été donné pour mort à plusieurs reprises. En 2016, le groupe s'est scindé en deux avec, d'un côté, la faction historique dirigée par Aboubakar Shekau, qui contrôle la région autour de la forêt de Sambisa, et de l'autre, l'ISWAP, reconnu par l'organisation État islamique, dont le bastion se trouve autour du lac Tchad. Les deux groupes djihadistes combattent l'armée nigériane et des affrontements ont également lieu entre eux pour le contrôle du territoire. Ces dernières années, l'ISWAP est monté en puissance, gagnant du territoire et lançant des attaques plus sophistiquées. Le procès pour complot de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses partisans s'est ouvert ce mercredi à Abidjan en l'absence du principal accusé qui vit en exil à l'étranger depuis 2 ans déjà. Cette première demi-journée d'audience s'est résumée à une bataille de procédure entre le ministère public et la défense. Cette dernière dénonçant de grossières infractions à la procédure et obtenant un renvoi d'une semaine pour avoir communication de pièces du dossier qu'elle disait ne pas avoir. Le procès qui s'est ouvert en présence des proches de Guillaume Soro, dont un de ses frères, doit reprendre le 26 mai prochain. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions. Il y a 15 jours qu'on nous a communiqué un dossier. Un dossier de plus de 429 pages. Que le procureur Adou Richa nous a communiqué par voie d'huissier. Nous avons lu le dossier. Dans ce dossier, il est dit que Soro Guillaume, on a trouvé des armes au GPS. Après,
qu'on a trouvé les arbres dans une lagune derrière sa résidence à Assili. On a dit au juge, donnez-nous les éléments. Nous avons reçu communication de ces pièces. Certains confrères de la défense ont également reçu communication des mêmes pièces. Donc ce n'est pas normal que d'autres n'en aient pas reçu communication. Donc ce moyen ayant été invoqué, présenté au tribunal, donc à bon droit, qui a estimé qu'il fallait accéder à cette demande, donc ordonner donc qu'il leur soit communiqué les pièces du dossier et renvoyer la cause et les parties à l'audience du 26. C'est un procès purement politique, nous ne voudrons pas comprendre. Qui peut aujourd'hui accepter cette parodie de justice? Tout le monde sait que c'est parce qu'ils sont des partisans de Guillaume Soro qu'on veut contraindre, qu'on veut amener à renier ce qu'il est, qu'ils sont jugés. Mais écoutez, nous allons dans cette traversée des déserts nous battre pour la Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui est important. Martha Karambo Koome a été nommée ce mercredi chef de la Cour suprême du Kenya. Elle devient ainsi la première femme de l'histoire du pays à diriger l'une des 3 branches de l'État. Âgée de 61 ans, Martha Karambo Koome prend la tête du pouvoir judiciaire à un peu plus d'1 an des élections générales. En charge du contentieux électoral, la Cour suprême pourrait être une nouvelle fois amenée à y jouer un rôle crucial. En septembre 2017, l'institution avait annulé les résultats de l'élection présidentielle, une première dans l'histoire du continent qui a envenimé les relations entre la magistrature et le président Uhuru Kenyatta finalement réélu. Fervente défenseur des droits des femmes, au caractère réputé calme, Martha Karambo Koome, qui a étudié à l'Université de Londres et siégé à la Cour d'appel avant sa promotion, ne figurait pas parmi les favoris dans la liste des 10 candidats au poste. Le président Uhuru Kenyatta a confirmé sa nomination par décret ce mercredi, quelques heures à peine après que celle-ci a été entérinée par le Parlement. Martha Karambo Koome succède à David Maraga qui avait présidé l'audience historique de septembre 2017 et occupé le poste de 2016 jusqu'à son départ à la retraite en janvier 2021. Elle devrait prêter serment dans les jours qui viennent. Martha Karambo Koome va prendre ses fonctions alors qu'un tribunal de première instance a récemment jugé illégal le processus de révision de la Constitution initié par le président Uhuru Kenyatta avec le soutien de Raila Odinga. Le gouvernement a promis de faire appel et d'aller, s'il le faut, jusqu'à la Cour suprême pour sauver le principe de cette révision constitutionnelle susceptible de conditionner les alliances politiques de l'élection présidentielle de 2022. Lors de son audition devant les parlementaires, la nouvelle chef de la Cour suprême a promis de débarrasser le système judiciaire de la corruption et de préserver son indépendance. La commission électorale éthiopienne a annoncé jeudi que les élections nationales se tiendront le 21 juin. C'est un nouveau calendrier qui est ainsi donné pour ce scrutin crucial pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique devait initialement voter en août 2020, mais ce scrutin législatif, qui doit désigner les élus nationaux et régionaux, avait été repoussé au 5 juin 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus. Samedi, la commission électorale a annoncé un nouveau report du vote en raison d'obstacles logistiques sans fixer immédiatement de nouvelles dates. La date du 21 juin a été divulguée jeudi lors d'une conférence de presse par la porte-parole de la commission électorale au terme de consultations avec le gouvernement de Abiy Ahmed, des partis d'opposition et des autorités régionales de ce pays fédéral. Tous ces préparatifs, y compris les autres préparatifs que nous devons faire, vont prendre plus de temps. C'est pourquoi nous avons prolongé ce délai jusqu'à 3 semaines, suite à une proposition des partis politiques samedi dernier, et nous avons ensuite décidé que la date des élections serait le 21 juin. À sa nomination au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed avait promis d'organiser les élections les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues. Mais le chef de l'exécutif, prix Nobel de la paix 2019, et à qui ce scrutin doit conférer l'onction populaire qui lui fait défaut, est à présent confronté à une série de crises profondes et meurtrières.
Le Tigré, où l'armée fédérale a lancé il y a 6 mois une intervention militaire visant à déloger les autorités locales, ne participera pas au scrutin. Environ 36 millions d'électeurs ont été enregistrés à ce stade dans le pays, mais personne ne l'a été dans certaines régions affectées par des violences ethniques, y compris dans les régions les plus peuplées du pays, Oromia et Amara. Les députés élisent le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, ainsi que le président, un rôle essentiellement symbolique. Plusieurs partis d'opposition, dont un parti de la région d'Oromia, d'où Abiy Ahmed est originaire, ont annoncé qu'ils boycotteront les élections, affirmant que leurs candidats ont été arrêtés et leurs locaux vandalisés. Les 7 médecins mis en examen pour la mort de Diego Maradona en novembre dernier, jusqu'ici accusés d'homicide involontaire, sont désormais poursuivis pour homicide volontaire. Ils encourent de 8 à 25 ans de prison, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires. C'est un changement de qualification qui relève du mini-séisme en Argentine, où le PIB de Oro, bien plus qu'un footballeur, était l'idole d'un peuple. Le parquet de San Isidro, en charge de l'enquête, considère désormais que le décès de Maradona n'est pas le résultat d'une faute professionnelle ou d'une négligence de l'équipe médicale, mais que médecins et soignants n'ont rien fait pour empêcher sa mort quand celle-ci s'est matérialisée. Après tant d'injustice, la boucle est bouclée. Le plus important est le changement de l'accusation en homicide volontaire, a déclaré à l'AFP un membre du parquet. Sous le précédent chef d'accusation, les 7 mises en examen risquaient des peines bien moindres, comprises entre 5 et 15 ans de prison. Maradona, qui souffrait de problèmes aux reins, au foie et au cœur, est mort d'une crise cardiaque le 25 novembre 2020, quelques semaines seulement après avoir subi une opération du cerveau pour un caillot de sang. Il avait 60 ans. Cette nouvelle étape du travail judiciaire est consécutive à la parution début mai d'un rapport d'experts qui a conclu que l'ancien footballeur avait été abandonné à son sort par son équipe soignante, dont le traitement inadéquat, déficient et imprudent l'a conduit à une lente agonie. Les signes de danger, de mort qu'il présentait ont été ignorés, estimés encore les 20 experts, dont les médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie et des spécialistes de diverses disciplines médicales, et les soins infirmiers prodigués sont entachés de déficiences et d'irrégularités. L'ancien champion du monde aurait eu de meilleures chances de survie s'il avait été hospitalisé dans un centre de soins approprié et polyvalent, avait-il encore affirmé. Voilà, c'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.